Alors, je vais vous parler de la situation de la dette publique française, et j'appelle ça l'énigme française. Vous savez que la dette mondiale a explosé depuis une quarantaine d'années dans toutes ses composantes. Mais la France se singularise dans cette évolution. Certes, nous ne sommes pas les seuls concernés. Le surendettement est mondial. Mais l'évolution de la dette française s'avère particulièrement préoccupante. Alors, j'ai un graphique que je ne peux pas vous montrer, mais qui est très intéressant et qui vous montre, vous en avez une vague idée en regardant cette feuille, que la dette mondiale non financière, c'est-à-dire que je ne veux pas recompter le système bancaire qui fait partie de la dette, je ne prends que la dette des entreprises, des États et des particuliers. Et cette dette mondiale a bondi. Et alors ce qui est intéressant, c'est de voir la place de la France dans l'évolution de la dette mondiale. Alors, nous sommes 3 pays à avoir doublé notre dette en l'espace de 25 ans, en partant de 2000. Les États-Unis, la France et l'Espagne ont doublé en termes de PIB leur dette, et c'est supérieur à ce qu'a fait l'Italie. Et le Royaume-Uni a triplé sa dette, le Japon l'a doublé. Donc c'est un paysage assez large, mais dans lequel la France se singularise par une évolution très forte. Alors, quand vous regardez la dette privée, parce qu'il n'y a pas que la dette publique, il y a aussi la dette des entreprises. Quand vous voyez la dette privée, vous voyez qu'elle a beaucoup augmenté, avec une tendance à se stabiliser depuis 2020. Et en France, c'est passé de 139% du PIB à 200% et à 214% en 2024. C'est donc une progression qui est un peu inférieure à celle des Pays-Bas, mais c'est quand même la deuxième progression mondiale. Quand vous regardez l'endettement des ménages français est significativement plus élevé que celui de nos voisins. 10 points de PIB de plus qu'en Allemagne et 24 points de plus qu'en Italie. On voit donc que la situation de l'endettement de la France dans le paysage mondial de la dette est très dégradée par rapport à celle de nos voisins. En gros, depuis 2000, le déficit budgétaire a dépassé 20 fois le maximum annuel toléré par le traité de Maastricht de 3 points de PIB. C'est pas mal. Dépasser 20 fois en l'espace de 25 ans la limite absolue qu'il ne faut pas dépasser, soumets ça à votre attention. La dette publique est donc très élevée. La dette des entreprises ainsi que celle des ménages sont au sommet des dettes de ces catégories quand on les prend au titre de la comparaison. Alors, c'est un phénomène relativement nouveau, parce que en 2000, c'est-à-dire avant
la création de l'euro. La dette française était à peu près semblable à celle de la dette allemande. Elle était autour de 50-60% du produit intérieur brut, ce qui la mettait dans le peloton des élèves moyens. Et le 3% de maximum de déséquilibre budgétaire n'était jamais rencontré. On tenait le 3% et on tenait le 60% de la dette publique par rapport au PIB. Ce qui s'est passé, c'est que ça s'est dégradé brutalement à partir de l'an 2000. Et l'an 2000 est une année importante, parce que c'est l'année où on a commencé l'euro. Alors, il faut se poser la question, est-ce que les années postérieures à 2000, celles de l'euro soi-disant protecteur, est-ce qu'elles ont été favorables au maintien de normes raisonnables en matière de finances publiques? La réponse est non. Pas pour tous les pays, mais pour un pays comme la France, un pays comme l'Italie, un pays comme l'Espagne, je ne parle pas de la Grèce et du Portugal, la coexistence de la dégradation des finances publiques et du traité de Maastricht est source de réflexion. Alors, je viens de vous donner quelques chiffres sur l'évolution de la dette publique française. Et je voudrais, en ces quelques minutes, essayer de comprendre avec vous ce qui s'est passé. Le surendettement français n'est pas la conséquence d'un choc extérieur. Ce n'est pas un malheur qui est arrivé à la France et qui a fait que nous avons été obligés de nous endetter. Il est le résultat de notre propre politique. Nous avons choisi de stimuler systématiquement la consommation par le déficit budgétaire au détriment de l'épargne longue, de l'investissement productif. C'est le choix fondamental qui explique les chiffres de surendettement que je vous ai présentés. Alors que nous étions parvenus, depuis les années 80, à rester dans le peloton européen, nous avons dérapé depuis 2000, c'est-à-dire depuis la création de l'euro. Jusqu'en 2000, nous avions conservé les ordres de grandeur budgétaire à peu près comparables à ceux de nos voisins les plus disciplinés. Nous observions les deux limites de Maastricht, pas plus de 3% du PIB pour le déficit budgétaire et pas plus de 60% pour la dette publique rapportée au PIB. Mais depuis 2000, nos finances publiques sont devenues hors de contrôle. Alors, la raison centrale de cette dégradation a priori incompréhensible, pourquoi est-ce que tout allait à peu près bien jusqu'aux années 80 et puis tout d'un coup ça s'est
Ça s'est infléchi et en 2000, ça a dérapé complètement. La raison fondamentale de ce dérapage est à trouver dans l'évolution de nos dépenses publiques. Les dépenses publiques françaises plombent la compétitivité française et l'explosion de la dépense publique n'a jamais, à ma connaissance, fait l'objet de ce que j'appellerais un débat démocratique devant la représentation nationale et de ce fait ne saurait se justifier. Quant aux impôts, ils ne sont pas responsables de notre dérive budgétaire. Ce n'est pas la faiblesse fiscale française qui explique l'importance de nos déficits. Nos prélèvements obligatoires sur les entreprises sont parmi les plus élevés d'Europe et à ce titre contribuent à notre sous-compétitivité. Alors, il faut bien comprendre cette affaire de la dépense publique. Les dépenses publiques en France s'élèvent aujourd'hui à plus de 57% de notre produit intérieur brut, alors que la moyenne européenne que nous influençons est à 50%. Donc il y a 7 points de PIB d'écart entre notre poids de la dépense publique sur notre économie et celui de la moyenne européenne. Alors, on pourra me dire, oui, mais d'accord, on a 7 points de plus de dépenses que les voisins, et alors? Et c'est ce « et alors » que je veux stigmatiser. Parce que la vérité, c'est que avoir 7 points de plus de charges financières que l'on impose à la production, aux entreprises, c'est la différence entre la vie et la mort, du point de vue de la compétitivité. Si vous avez une surcharge qui représente 7 points de PIB, ce qui est énorme, et que c'est les entreprises qui la supportent essentiellement dans le combat quotidien pour la concurrence, eh bien, vous ne pouvez pas gagner parce que c'est trop lourd. Alors, quand vous êtes dans un système de monnaie unique et que vous avez donc un taux de change global, vous ne pouvez pas déprécier votre monnaie pour rattraper l'excès de la dépense publique que vous attachez à votre production nationale. Parce que c'est interdit. Et c'est ce qui se passe. Notre déficit budgétaire a complètement dévié de la règle du 3%. Il est aujourd'hui à 6% du PIB, c'est-à-dire le double de ce qui est toléré. Et notre dette publique s'élève désormais à 113% de notre PIB, ça fait plus de 3 300 milliards d'euros, c'est-à-dire près du double de notre traditionnelle performance qui était autour de 60%. Alors, je ne veux pas faire une description tragique de notre pays, mais si je me base sur les chiffres, je suis obligé de reconnaître que la France est le seul pays d'Europe à avoir connu une telle dégradation et si rapide de ses comptes publics et de sa balance commerciale qui a été constamment en déficit depuis 20 ans. Alors, l'énigme que je veux partager avec vous ce matin, parce qu'il s'agit d'une énigme.
c'est pas du tout quelque chose de raisonné. Pourquoi la France a-t-elle laissé se dégrader ses finances publiques alors qu'elle n'a connu ni récession, ni accident économique spécifique majeur, et alors que d'autres pays européens, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Grèce, ont réussi, eux, à améliorer leur situation budgétaire, pourtant aussi frappée que la nôtre par la crise du Covid, qui est souvent utilisée comme le prétexte majeur et l'explication de notre dérive. Chose fausse, puisque la dérive a commencé avant le Covid, et je dirais que cette explication est pathétique. Je note en plus qu'aucune des trajectoires élaborées par Bercy ne s'est réalisée. La trajectoire, c'est l'évolution telle qu'on la voudrait. Alors on l'appelle trajectoire. Depuis 2022, toutes les propositions pluriannuelles visant à ramener le déficit public sous la barre des 3% du PIB se sont révélées caduques au bout de quelques mois. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes que je cite à cet égard. Et il faut ajouter que les prévisions erronées du ministère des Finances ne concernent pas seulement les recettes qui sont soumises, on le sait, à nombre d'aléas extérieurs, mais aussi les dépenses. Ce qui est plus étonnant, puisqu'en principe, la dépense, on en est maître, et mérite, en tout état de cause, me semble-t-il, une enquête pour savoir ce qui s'est passé. Ainsi, la dépense votée en loi de finances est systématiquement et largement dépassée en exécution. 95 milliards d'euros de dépassement en 2022, 95, alors qu'on cherche désespérément, les premiers ministres fugaces cherchent désespérément 40 milliards. Et ils ont 95 milliards d'erreurs. Alors ces 95 sont devenus 27 en 2023 et 32 en 2024. Les additions sont phénoménales. Alors je pose la question, d'où vient cette impuissance de la part d'un État connu autrefois pour son efficacité et sa précision? Il est assez curieux d'observer que pour pallier ces inexactitudes majeures dans les prévisions, on a eu recours en novembre 2024 à la création très française d'un conseil scientifique, tout en précisant que les services de Bercy avaient parfaitement fait leur travail. Alors il y a eu une contradiction, parce que le travail n'avait pas été fait parfaitement, puisqu'il était l'objet de dérives phénoménales. Mais non, en France, les erreurs les plus manifestes sont le résultat d'un excellent travail des services. Alors je laisse ceci à votre réflexion, parce que c'est une caractéristique de notre pays qui m'inquiète.